on va introduire JBT et moi-même, Aurélien, NPAR région parisienne, et puis on va laisser un peu de place au débat, même si, comme vous vous en doutez, la situation en Syrie, pour la démêler et la présenter, ça nécessite un peu de temps. Donc la chute du boucher Assad a occasionné des scènes de liesse en Syrie et à l'étranger. 53 ans de règne sans partage du clan Assad se sont terminés par 13 ans d'une répression atroce, d'une guerre civile contre son propre peuple, à coups de gaz sarin, de bidons explosifs largués sur des quartiers rebelles, de torture. Le patrimoine des Assad, à l'issue de 53 ans de règne, est évalué à une quinzaine de milliards de dollars, c'est-à-dire environ le PIB de la Syrie, la production annuelle du pays. Donc évidemment, on partage la joie des prisonniers libérés, des Damascènes qui découvraient ébahis le luxe des palais présidentiels. On partage aussi la joie des migrants avec ou sans papier qui sont exploités et soumis au racisme en Europe et en Turquie, et on partage leur espoir de retourner au pays. Mais les médias y rapportaient le jour même de la chute d'Assad que la joie de la population locale était empreinte d'une grande prudence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même de quoi être prudent. La satisfaction, elle était bien plus grande et bien plus affichée chez Erdogan, d'un côté, qui a rouvert une ambassade à Damas cette semaine et envoyé un de ses ministres prier à la mosquée des Omeyyades. Le dictateur, il tente depuis de se présenter auprès du peuple turc en sauveur de la Syrie, un sauvetage qui permettra avant tout, c'est ce qu'il promet, de rapatrier les réfugiés syriens contre lesquels le régime et son extrême droite ont excité les peurs. Et on voit aussi la mine réjouie du génocidaire Netanyahou, qui a saisi l'occasion pour occuper le plateau du Golan, de manière tout à fait contraire au droit international, mais c'est une habitude pour Israël. Alors oui, il y a quelque chose de très contradictoire entre la joie mesurée des Syriens et les ambitions de la Turquie, d'Israël et du nouveau pouvoir islamiste fraîchement installé à Damas. Les injonctions à se réjouir pour les Syriens, sans caractériser les forces qui ont fait chuter la dictature d'Assad et sans comprendre les enjeux internationaux dont les différentes factions syriennes dépendent, ne sont que des mots creux. Et alors, en exemple de ces mots creux, je vous mets la une de votre journal préféré, Mediapart, le jour de la chute d'Assad, espoir, rêve, jour de liberté, etc., etc. Alors ces illusions, même sympathiques, même déguisées derrière un antiracisme affiché, se retournent en leur contraire. Car à vouloir rendre en parole son autonomie et son indépendance, sa volonté politique au peuple syrien, Mediapart, comme bien d'autres à gauche, masque le fait que ce n'est pas l'intervention de la population qui a fait tomber Assad, mais une bande armée, auteur du coup de main contre Damas, les islamistes de HTC. Ce paternalisme de la gauche, déguisé en antiracisme, ne permet pas de comprendre la situation et ne permettra pas de la transformer. L'initiative ou les initiatives politiques qu'on peut imaginer dans les semaines à venir n'appartiennent pas au peuple syrien mobilisé ou à certaines de ses fractions, mais à des organisations armées communautaires ou confessionnelles parrainées par des puissances régionales et impérialistes. Oui, le peuple syrien est doué d'une indépendance politique, d'une autonomie qui peut se transformer en volonté politique et qui peut s'opposer à toute ingérence rapace de l'extérieur. Il l'a prouvé récemment, en 2011, par un soulèvement qui a dépassé les frontières nationales, ethniques et religieuses, pour exiger la démocratie réelle et la fin des inégalités. À tout moment, ce peuple, comme tous les autres peuples, peut surgir sur la scène politique. C'est notre espoir, c'est l'objet de toutes nos attentions et de nos efforts. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce n'est pas une révolution, c'est un coup de main militaire qui a renversé Assad. L'avenir proche n'est pas à la prétendue transition démocratique, dirigée par des islamistes, mais à l'établissement d'une nouvelle dictature féroce ou au basculement dans une guerre civile. Alors, je vous mets un peu le CV du sympathique Djoulani, désormais Ahmed El-Shara. Le peuple syrien, qu'on comprend dans toutes ses composantes, sunnites, chiites, alaouites, druzes, kurdes, etc., il n'est pas à l'aube de réinventer un nouveau système politique, comme dit la presse. Il est à la merci, en fait, de rapaces qui se disputent le contrôle sur ses ressources, son territoire, son commerce et, avant toute chose, sa force de travail. Et ces rapaces, ils s'appellent Israël, la Turquie, l'Iran, les monarchies du Golfe, la Russie et, bien sûr, avant toute chose, le plus grand d'entre eux, les États-Unis. Alors, notre débat de ce soir, il doit nous permettre de mieux comprendre la situation dans le but de pouvoir agir dessus. On discute ici, je le dis d'emblée, pas du tout en tant que spécialiste de la Syrie, moi je ne le suis pas, JBT je ne sais pas,
ni même de la géopolitique de la région. Et d'ailleurs, on est preneur dans le débat de tous les camarades qui seraient vraiment très pointus sur ces questions. On discute en tant que militants communistes qui sont convaincus que la classe ouvrière peut défendre une politique propre dans toutes les situations, même dans la pire des barbaries créées par l'impérialisme. On ne prétend pas connaître et on prétend encore moins dicter cette politique. Elle pourrait être mise en œuvre dans ses grandes lignes stratégiques et dans tous ses détails tactiques uniquement par des organisations implantées dans la population, qui ont des implantations dans la jeunesse, dans le monde du travail, qui soient capables d'unir leurs perspectives générales avec la façon dont elles s'expriment dans un contexte particulier. Nous, on en est totalement incapables, surtout d'ici. Néanmoins, il est de notre devoir de militants de dénoncer la responsabilité de l'impérialisme, en particulier de l'impérialisme américain qui est dominant, d'autant plus que l'ennemi qui est dans notre propre pays, l'impérialisme français, est dans la roue de l'impérialisme américain dans cette affaire, tout en mettant en garde contre les perspectives nationalistes ou carrément réactionnaires, et en appuyant de l'autre côté toutes les tentatives qui favoriseraient l'émergence d'une politique d'indépendance de classe pour les travailleurs de la région. Alors pour comprendre cette situation syrienne, pays carrefour de toutes les influences d'un Moyen-Orient dont l'histoire est chargée, l'histoire est instable, elle est même convulsive. Pourquoi ? À cause du pillage de son pétrole par des impérialismes rivaux. Ça nous impose quand même un détour historique un petit peu conséquent, mais indispensable pour comprendre les intérêts des USA, de la France, d'Israël, de la Turquie, de la Russie, de l'Iran, etc., etc. Et pour ça, je passe la parole à Jean-Baptiste. On entend souvent dire, je pense tout le monde l'entend, des journalistes, des politiciens bourgeois qui disent « il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien ». Bon, c'est très hypocrite en fait parce que toute la situation dans cette région qu'on appelle le Proche et le Moyen-Orient, toute cette situation, elle vient justement des ingérences, des interventions des pays impérialistes depuis le XXe siècle. C'est-à-dire avant même d'ailleurs l'explosion des besoins de pétrole dans les pays les plus développés. Cette région, c'était, depuis en fait, le Moyen-Âge, voire avant, un carrefour du commerce méditerranéen entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et donc, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, deux diplomates, un Britannique et un Français, ont signé des accords, les accords de Sykes-Picot, pour se partager d'avance l'Empire ottoman en cas de défaite, puisqu'ils se battaient contre la France et le Royaume-Uni dans la guerre, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire. Donc les actuels Irak, Koweït, Liban, Syrie, Jordanie et Palestine, Israël sont issus directement de ce partage et puis des conférences qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale. Les pays de la péninsule arabique ont été partagés un peu plus tard, mais enfin, c'est dans la même période. Donc là, on voit, vous voyez, en rouge, ce qui revenait aux Britanniques, et en bleu, la Liban et la Syrie, dont on va plus parler évidemment ce soir, sous mandat français. Et après la guerre, eh bien, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, que Lénine qualifiait de caverne de brigands, elle a donc donné ses mandats à la France et au Royaume-Uni, c'est-à-dire une forme de colonisation pour prendre le contrôle de ces régions. Alors, ces États, ils ne s'appuient pas sur des réalités nationales et historiques, ils mélangent des populations qui auraient pu être unies soit dans un grand État de tout le peuple arabe, soit des populations qui auraient pu être séparées, comme le Kurdistan. Le peuple kurde, c'est le plus grand peuple sans État encore aujourd'hui, séparé entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Bon. Et puis différentes confessions, avec évidemment une écrasante majorité musulmane, mais aussi des minorités chrétiennes et juives. Et puis, parmi les musulmans et les musulmanes, une diversité en fait, avec les branches sunnites et chiites, et puis même des sous-branches comme les alaouites ou les druzes en Syrie et au Liban. Bon. Alors justement, donc, dans les années 1920-1930, eh bien, le Royaume-Uni avait donc sous mandat, on le voit, l'Irak, en tout cas avec les pays actuels, Irak, Koweït et ce qu'on appelait à l'époque la Transjordanie, l'actuelle Jordanie, ainsi que la péninsule arabique. Et là, il a confié le pouvoir à des familles royales, à des émirs, des sultans locaux, par exemple la famille Al Saoud qui a créé l'Arabie qui porte, le royaume qui porte son nom d'Arabie saoudite, la Palestine qui a été ouverte à la colonisation sioniste. Et puis dans le mandat libano-syrien, c'est-à-dire le mandat français,
le pouvoir il était beaucoup plus directement contrôlé par Paris. La France qui, en 1924, a créé la Compagnie française des pétroles, avec l'État actionnaire à 35%, pour co-gérer les ressources donc, de la région avec les Britanniques. Bon. Mais elle a fait face, dès 1925, eh bien, aux premières révoltes, aux premières insurrections même populaires contre les exactions de l'armée d'occupation. Elle a quand même mis 2 ans à venir à bout de ce qu'on a appelé à l'époque la révolution syrienne, la première. La France a mis 2 ans à en venir à bout, avec plus de 2000 morts côté français, 10 000 côté syrien. Bon. Alors je saute quelques années pour passer à l'après-Seconde Guerre mondiale, puisque c'est le moment des indépendances formelles du Liban et de la Syrie, mais évidemment, comme souvent, quand l'indépendance est laissée par une puissance coloniale, c'est avec, à la tête des nouveaux États indépendants, des politiciens qui ont été choisis, formés par l'ancienne métropole coloniale, dans un contexte en plus, donc en 1946, de concurrence pour les vieux impérialismes français et britanniques, de concurrence avec les nouvelles grandes puissances, qui sont bien sûr les États-Unis et l'URSS. Et justement, cet affaiblissement des vieux impérialismes, eh ben, il a été utilisé par des mouvements nationalistes dans la région qui voulaient aller plus loin que la simple indépendance formelle. Et c'est d'abord en Égypte, donc l'Égypte qui n'était pas dans le partage, mais qui a été aussi un ancien protectorat britannique, que les nationalistes ont pris le pouvoir avec un coup d'État militaire, pas une révolution, sous la direction donc, du nationaliste arabe Nasser en 1956. Et le premier coup d'éclat de Nasser, très important, ça a été de nationaliser le canal de Suez. Donc là aussi, un axe central du commerce international. Nationaliser le canal de Suez qui jusque-là appartenait à des actionnaires britanniques et français. Et donc la France et le Royaume-Uni, avec Israël qui avait été en guerre contre les pays arabes, notamment l'Égypte, ont pris la tête d'une expédition pour mettre fin à cette nationalisation. Et cette expédition, elle a échoué assez lamentablement par le veto mis à l'ONU et par les États-Unis et par l'URSS contre ces vieux impérialismes. Pourquoi les États-Unis ont mis leur veto ? Parce qu'ils voulaient éviter que ces nationalistes arabes qui avaient pris le pouvoir en Égypte et qui étaient susceptibles de prendre ailleurs, basculent du côté du bloc de l'Est. Alors cet épisode du canal de Suez, en plein pendant la guerre d'Algérie pour la France, l'Égypte qui d'ailleurs accueillait, hébergeait le FLN algérien, cet épisode, c'est vraiment un symbole du déclin de l'impérialisme français à l'échelle mondiale, de sa passation de pouvoir à l'impérialisme états-unien. Bon. Et donc évidemment, Nasser, il en est ressorti auréolé d'un prestige immense. Il a pu poursuivre sa politique nationaliste de ce qu'il appelle le socialisme arabe. Alors, et y compris malgré la prudence des ennemis, il s'est rapproché très fortement de Moscou, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles l'État d'Israël, lui, s'est rapproché des États-Unis. C'était pas dit que cette distribution d'alliances se fasse dans ce sens-là. Bon. Mais donc pour Nasser, le socialisme arabe, ce n'est pas ce que nous on appellerait le socialisme communiste. Ce n'est pas la fin du capitalisme, ce n'est pas la fin de l'exploitation. C'est simplement un meilleur partage de l'exploitation, du fruit de l'exploitation des prolétaires d'Égypte ou d'autres pays, entre la bourgeoisie nationale et les bourgeoisies impérialistes. Bon. Alors, évidemment, un partage accompagné quand même d'une certaine politique de redistribution des richesses, parce qu'il y a une pression populaire et que c'est un régime qui était obligé de s'appuyer quand même sur la mobilisation des classes populaires, mais tout en freinant toute tentative, toute la moindre expérience d'auto-organisation, de contestation, d'organisation qui échapperait au contrôle de l'État. Bon. Et donc c'est dans ce contexte, parce que là on est là quand même ici pour parler plutôt de la Syrie, mais c'est dans ce contexte que, justement, des militaires syriens, la majorité, en tout cas une partie importante des militaires syriens, influencés par le nationalisme arabe, ont proposé avec Nasser de créer une république arabe unie, qui rassemblait l'Égypte et la Syrie. Elles ont été un même État brièvement à partir de 1958. Mais évidemment, cette alliance, c'était une alliance par en haut entre des gouvernements, quand même très, très militaires, et certainement pas avec le concours des travailleuses et des travailleurs. Derrière un parti unique, le parti de Nasser, l'Union nationale. Bon. Et puis avec un petit problème, d'ailleurs si on voit la carte qui est ici,
Vous voyez la Syrie, vous voyez l'Égypte, au milieu, il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas une frontière, il y a un autre pays, et ce pays, c'est évidemment l'État d'Israël. Donc cet État n'était pas vraiment viable, et puis à aucun moment il a permis d'améliorer les conditions de vie des classes populaires. Et très vite, il a été vu comme une tentative d'assujettissement de la Syrie par l'Égypte. Et donc il a pris fin en 1961. Donc après, il a pris fin assez vite finalement. Et puis 2 ans après, c'est un parti nationaliste arabe, le Parti de la Résurrection arabe et socialiste, le parti Baas, et on le connaît plutôt sous ce nom-là, qui est arrivé au pouvoir en Syrie, pouvoir qu'il a perdu justement il y a seulement quelques jours. Alors ce parti Baas, on pourrait le qualifier d'inspiration nassérienne, mais sans Nasser, et il s'est développé dans d'autres partis arabes, parce qu'il a notamment pris le pouvoir en Irak en 1968. Bon. Le Baas syrien, dans ses premières années de pouvoir, il était quand même encore plus peut-être que Nasser pro-soviétique, y compris avec une inspiration qui était celle du régime cubain. Alors évidemment, le régime cubain, c'est pas non plus le modèle de société que nous on veut, c'est pas le pouvoir aux travailleuses, aux travailleurs, c'est pas l'auto-organisation de notre classe, mais c'est vrai que c'est un certain nombre d'avancées sociales et de capacité, une certaine capacité à s'affronter à l'impérialisme. Sauf que après la guerre des 6 jours en 1967, là pareil, si vous avez des souvenirs peut-être de cours d'histoire ou d'autres discussions sur la Palestine, donc en tout cas la guerre des 6 jours en 1967 qui a été une énorme défaite pour les pays arabes avec les armées égyptiennes et syriennes très extrêmement affaiblies, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a aussi été un coup pour le nationalisme arabe. Et donc 3 ans plus tard, en 1970, c'est Hafez al-Assad qui s'est emparé du pouvoir par la force. Donc c'est un coup d'État interne, parce qu'il était membre lui aussi du parti Baas, mais ce coup d'État interne soutenu très fortement, en tout cas avec un aval certain des États-Unis. Bon. Et c'est ce pouvoir qu'il a transmis à sa mort à son fils Bachar al-Assad. Donc c'est pour ça effectivement que la famille Assad, elle a régné sur le pays pendant presque 55 ans. Bon. Alors en fait, Assad, le père, Hafez al-Assad, c'était pas un nationaliste arabe, c'était un nationaliste syrien, parce que tout artificiel qui sont ces États, les frontières, on voit, elles sont bien droites, elles ont été tracées à la règle dans des bureaux, et ça n'a pas empêché l'émergence de bourgeoisie nationale, ça n'a pas empêché l'émergence de groupes avec leurs intérêts propres. Et Assad, il a justement eu pour seule ambition pendant tout son règne et ensuite de son fils, de défendre ses intérêts en s'appuyant sur une petite clique de fidèles recrutés au sein de la population alaouite, donc qui est une branche, un courant religieux qui représente 10% du pays et donc marginalisant le reste de la population, notamment les 80% de musulmans et musulmanes sunnites. Bon. Ce parti Baas, il a néanmoins continué à chercher à gagner de l'influence dans la région. Ce n'est pas contradictoire avec le fait de défendre ses intérêts de classe dirigeante syrienne, et notamment en créant sa propre organisation au sein de l'Organisation de libération de la Palestine. Les Palestiniens et les Palestiniennes sont quand même un très très grand nombre à vivre en dehors de la Palestine, dans des camps de réfugiés, notamment en Syrie. Et donc, le parti Baas syrien a créé Al-Saïka, qui était sa branche palestinienne et une composante de l'Organisation de libération de la Palestine, mais où elle était en rivalité avec le parti dominant, le Fatah de Yasser Arafat. Bon. Quand en 1975 a éclaté la guerre civile au Liban, donc une guerre, là je vais en parler rapidement, pareil, il y a eu d'autres topos, il y a des articles sur le site pour approfondir, mais donc la guerre civile au Liban qui a commencé en 1975, qui était, pour le dire rapidement, une guerre entre la fraction chrétienne maronite de la grande bourgeoisie, et puis donc appuyée sur des milices chrétiennes d'extrême droite, et les organisations de la gauche libanaise alliées aux milices palestiniennes, ce qu'on appelait le camp palestino-progressiste. Et bien cette guerre, elle a permis d'abord l'invasion du Liban par l'État d'Israël en 1978, mais aussi l'intervention de la Syrie. Et elle s'est portée, la Syrie donc d'Hafez al-Assad, au secours des milices chrétiennes, c'est-à-dire qu'elle a fait front commun, de fait, malgré tous les discours, la rhétorique antisioniste d'Assad, elle a fait front commun avec l'armée israélienne contre le camp dit
palestino-progressistes pour se débarrasser donc de la révolte sociale libanaise et aussi des combattants palestiniens. Donc voilà, Al-Saïka, composante de l'Organisation de libération de la Palestine, a en fait mené des attaques contre le reste de l'OLP à la demande d'Assad. Bon. Je disais qu'en Irak, le pouvoir avait aussi été pris par le parti Baas en 68. En 79, là aussi, il y a eu un coup d'État interne par le Premier ministre à l'époque, Saddam Hussein, qui est donc devenu le président, lui aussi avec le soutien à l'époque des États-Unis, avec la CIA qui lui a fourni même les noms des dirigeants du Parti communiste irakien pour l'aider à les éliminer. Et Saddam Hussein, il a eu l'idée de proposer une fusion irako-syrienne. Alors évidemment, Assad, qui avait le souvenir de la République arabe unie avec l'Égypte, il a refusé. Et en fait, ces deux États, avec en principe des partis frères à leur tête, et bien en 1980, ils étaient vraiment au bord de la guerre l'un contre l'autre. Ce qui explique pourquoi aussi Assad, à ce moment-là, s'est tourné vers un autre pays qui justement en 1980 est entré en guerre contre l'Irak et qui est l'Iran. L'Iran, où en 1979, le pouvoir avait été pris par des religieux autour de l'Ayatollah Khomeini et qui était devenue donc la République islamique d'Iran. Et donc on voit que à cette époque où l'Iran était marginalisé, c'est-à-dire que dans la guerre Iran-Irak, l'Irak avait quand même à la fois le soutien, c'était encore la guerre froide, des États-Unis et de l'URSS, de l'Arabie Saoudite et de l'OLP. Et donc l'Iran a trouvé un allié qui était la Syrie d'Assad. Bon. Alors je reviens en quelques mots quand même sur l'importance de cette révolution iranienne. On a l'impression que ça part dans tous les sens, mais vous allez voir que ça fait un peu sens. Cette révolution iranienne, pourquoi elle a, donc de 79, pourquoi elle a une importance ? Parce que à la fin du XXe siècle, ça a été la première révolution. C'est une vraie révolution, là aussi, c'est tout un topo à part entière là-dessus qu'il faut faire. Mais cette révolution iranienne de 79, ça a été une vraie révolution populaire et même ouvrière, avec une grève générale, avec des vraies expériences d'auto-organisation dans les usines. Bon. Mais elle a porté au pouvoir des religieux. Et en fait, c'est la première fois qu'un mouvement populaire, il y a déjà des religieux au pouvoir, mais qu'il avait pris par la force, en étant placé là par telle ou telle puissance impérialiste. Là, c'est la première fois qu'une vraie révolution a porté au pouvoir un courant religieux ultra-réactionnaire. On le voit bien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait une incapacité du mouvement ouvrier, alors que la classe ouvrière a joué un rôle central, incapacité totale du mouvement ouvrier et stalinien et social-démocrate à chercher à prendre le pouvoir. Vraiment, il a donné le pouvoir à ces religieux qui sont apparus bien comme une possibilité de pouvoir alternatif face à la monarchie du Shah d'Iran, qui était là vraiment un supplétif des États-Unis dans la région. Bon. Et ça, on voit qu'en fait, c'est tout l'échec de ces mouvements nationalistes, progressistes, laïques, socialisants, qui n'ont pas réussi du tout à répondre aux besoins de leur population. D'ailleurs, je reviens dans les pays dirigés par les nationalistes arabes, notamment la Syrie, mais c'est vrai aussi de l'Algérie, de l'Égypte et d'autres, de l'Irak. Je disais qu'il y avait eu, quand ils ont pris le pouvoir, des politiques plutôt redistributives, on pourrait dire un peu populistes ou peut-être, mais bonapartistes, je ne sais pas. En tout cas, il y avait une politique de s'appuyer un peu sur les masses dans ces pays, où les nationalistes arabes étaient au pouvoir. Sauf que ces bourgeoisies, en fait, elles n'ont pas du tout cherché ensuite à réinvestir cet argent pour développer les pays. Ce qui fait qu'à la fin des années 70, la région du Maghreb et la région du Mashrek, à l'est du monde arabe, étaient parmi les régions du monde avec les taux de croissance les plus bas et avec les taux de chômage les plus hauts, notamment pour les femmes et pour les jeunes. Et donc, ces États, ils ont fait comme tout État capitaliste quand il est en galère. Ils sont allés voir les instances économiques internationales, notamment le Fonds monétaire international, qui leur a dit vous allez faire des plans d'austérité. Vous allez couper vos dépenses sociales. Ça ne veut pas dire que l'État va arrêter d'intervenir, mais l'État il va intervenir pour tourner l'économie vers une économie d'exportation, ici de produits agricoles, là de matières premières. C'est clairement le cas de la Syrie, par exemple. Et donc ça aussi, c'est l'échec du nationalisme tiers-mondiste, prétendument socialiste, qui était en fait un certain mouvement d'une certaine bourgeoisie à une certaine époque. Alors je reviens à la géopolitique, et avec donc cette alliance irano-syrienne, et qui au Liban a donné naissance à un parti dont on a aussi beaucoup parlé récemment, qui est le Hezbollah libanais, donc parti politique et armée chiite,
qui revendique une filiation très claire avec la République islamique d'Iran, mais dont la naissance, et notamment en termes d'armement, a aussi été parrainée par la Syrie d'Assad. Et pendant donc, la guerre civile libanaise, eh bien, la Syrie elle a justement utilisé ces groupes armés, qui n'étaient pas encore le Hezbollah, mais enfin sa matrice, pour défendre ses intérêts, notamment face à l'impérialisme français qui voulait défendre son précaré. Et c'est comme ça qu'en 1981, l'ambassadeur de France à Beyrouth a été assassiné, probablement sur ordre de Damas, puis qu'en 1983, il y a eu 2 attentats organisés par donc, l'ancêtre du Hezbollah, hein, c'était l'organisation du djihad islamique à l'époque, contre des bases militaires états-uniennes et françaises encore à Beyrouth, avec 239 soldats tués pour les États-Unis et 58 pour l'armée française, donc c'est pas rien. Et puis, c'est aussi le Hezbollah libanais qui a mené une série d'attentats à Paris entre 85 et 86, qui ont 14 attentats qui ont fait 14 morts et plus de 300 blessés, pour que notamment la France cesse de livrer des armes à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Bon. Mais cette agressivité, elle n'a pas empêché en fait, que les gouvernements français y voient leurs intérêts en maintenant des relations avec la Syrie et aussi indirectement avec l'Iran. Par exemple, quand Hafez al-Assad a fait massacrer en février 82 au moins 20 000 personnes dans la ville de Hamad, dans l'ouest de la Syrie, pour écraser une insurrection dirigée par les frères musulmans, et ben la France elle a refusé de condamner la répression. Elle ne voulait pas se brouiller davantage avec la Syrie et s'affaiblir affaiblir comme ça sa position au Liban. Mitterrand, 1 an après la mort des casques bleus des soldats français, il s'est rendu à Damas. Il a y compris livré, après les attentats de Paris, des armes à l'Iran. Et il a obtenu comme ça, en 1988, que Total soit autorisé à participer à un consortium d'exploitation du pétrole syrien, alors que juste la production de pétrole commençait à atteindre des niveaux records. Elle est montée à 600 000 barils par jour dans les années 90. Bon. Et puis même en 89 et 90, la France elle a soutenu les accords qui ont mis fin à cette guerre civile libanaise qui a commencé en 1975, avec, dans l'accord de paix, la possibilité pour l'armée syrienne d'entrer au Liban et de rester sur place, ce qu'elle a fait pendant pas mal d'années derrière. Bon. Et donc vous voyez en fait ces liens très forts entre ce soi-disant anti-impérialiste et puis ce vieil impérialisme français. D'ailleurs, en 1999, Hafez al-Assad, sentant que sa fin était proche, a nommé son fils Bachar comme son successeur. Ça aurait dû être le grand frère, mais il était mort dans un accident de voiture quelques années plus tôt. Le premier chef d'État à être allé rencontrer Bachar al-Assad, qui n'était pas encore chef d'État, c'était Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, c'est aussi le seul chef d'État occidental à s'être rendu aux obsèques d'Hafez al-Assad en 2000. Bon. Alors, je reviens maintenant aux années 90, c'est-à-dire après la chute de l'URSS, dans ce qu'un intellectuel bourgeois aux États-Unis a appelé la fin de l'histoire, c'est-à-dire la victoire sans appel du capitalisme. C'est vrai que dans ces années 90, les États-Unis, vainqueurs de la guerre froide, sont apparus comme le pays tout puissant, le pays qui pouvait tout faire. Ça a commencé en 1990 quand l'Irak a attaqué son voisin, le Koweït. Le président de l'époque, George Bush le père, parce que vous savez qu'il y en a eu un deuxième après, George Bush senior, il a pris la tête en 1990 d'une coalition avec un mandat de l'ONU, coalition de 35 États, dont les principaux pays de la Ligue arabe, dont la Syrie, pour attaquer l'Irak, pour défendre le Koweït. Et la suite de cette guerre, ça a été notamment un embargo criminel sur l'Irak qui a provoqué, entre 1991 et 2003, entre 500 000 et 1 million de morts d'enfants. Bon, et avec un programme plus cynique, je ne sais pas si on peut faire, qui s'appelait Pétrole contre nourriture à partir de 1996, qui a permis d'enrichir des grandes entreprises, des politiciens notamment en France. Alors c'est les plus âgés maintenant à qui ça a parlé, mais il y a Charles Pasqua qui s'est beaucoup enrichi là-dessus, ou bien des sociétés que tout le monde connaît, comme Total ou la BNP Paribas. Bon. Mais donc l'Irak, vous voyez, ancien allié des États-Unis, qui est devenu à ce moment-là l'ennemi, en Irak, les opposants au régime de Saddam Hussein, qui avaient déjà, pendant la guerre en Irak, tissé des liens avec l'Iran. Donc qui c'étaient ces opposants? C'était principalement les Kurdes, puisqu'on a vu le Kurdistan qui est
séparés entre plusieurs pays. Donc il y a une minorité kurde en Irak, les Kurdes et les chiites, puisque Saddam Hussein s'appuyait lui sur la partie sunnite de la population, une partie hein, évidemment, pas la classe ouvrière, hein, mais en tout cas sur plutôt des élites sunnites. Eh bien, ces opposants à Saddam Hussein, qui étaient des alliés de l'Iran depuis les années 80, ils sont devenus aussi des alliés des États-Unis à partir de la guerre de 90-91, la guerre du Golfe. Bon. Autre élément, autre preuve, si on peut dire, de cette hégémonie des États-Unis dans les années 90 post-guerre froide, c'est les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, signés en 1993 par le chef historique de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, et le Premier ministre à l'époque israélien Yitzhak Rabin, sous la supervision du président des États-Unis, Bill Clinton, à l'époque. Ces accords d'Oslo, c'était quoi? C'était une façon de régler la question palestinienne en créant un embryon de pouvoir étatique, l'autorité palestinienne, avec une police, avec un semblant d'armée, enfin en tout cas avec des forces de répression, avec le contrôle sur des tout petits territoires, hein, des morceaux de territoire en fait qui sont enclavés entre les territoires contrôlés par l'État israélien. Bon. Mais pour qu'en fait cette autorité palestinienne elle fasse la police à la place de l'État israélien. Alors évidemment, ça a été une trahison. Ça a été une trahison d'abord pour les réfugiés. On peut mettre pour les réfugiés qui étaient complètement oubliés des accords d'Oslo, et vous voyez qu'ils sont quand même nombreux et nombreuses dans les pays aux alentours. C'était une trahison pour tous ceux et toutes celles qui voulaient un vrai État palestinien, une vraie autodétermination du peuple palestinien. Les accords d'Oslo n'ont jamais été viables, contrairement à ce que tout un tas d'illusions ont pu propager à l'époque, et peut-être même encore. Des gens disent « Ah, c'est les extrémistes qui l'ont fait arrêter ». Non, les accords d'Oslo n'étaient pas viables. Par contre, ce qui est vrai, c'est que évidemment, cette capitulation de l'autorité palestinienne, là aussi, elle a fait le jeu de qui? Du parti qui les refusait, qui était le Hamas, et qui était à l'époque un parti quand même assez peu signifiant, on va dire, dans le paysage politique palestinien. Eh bien, c'est grâce aussi à ça qu'il a pu s'afficher avec un discours radical intransigeant et se développer énormément. Donc on voit bien, ça c'est, je pense, important vraiment de se le dire, la présence de partis, et c'est très divers, de ce qu'on appelle l'islam politique, le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien, les talibans en Afghanistan, c'est des groupes qui n'ont rien à voir, qui même souvent sont en guerre, Daesh, etc. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas une nature du monde musulman, un ADN qui ferait que des partis politiques religieux seraient forcément hégémoniques et que ce serait impossible de construire un mouvement ouvrier laïque, en tout cas non confessionnel, et puis pourquoi pas communiste et révolutionnaire. Non, ça c'est impossible, c'est pas ça dans la région. Non, la force des courants, encore dans leur diversité, dits de l'islam politique, elle est marquée dans le temps, elle est arrivée, elle est la conséquence de faits historiques, elle n'a pas toujours existé, mais elle a la conséquence de quoi? Elle a la conséquence de tous les échecs de ces nationalistes arabes, de ces tiers-mondistes, de ces prétendus courants socialisants qui en fait n'ont pas du tout réussi à répondre aux aspirations des classes populaires, et qui ont donc laissé la place à d'autres, que ce soit pour le développement d'œuvres de charité qui ont remplacé les politiques étatiques, ou bien pour s'affronter radicalement aux impérialistes ou au colonialisme israélien, là où les mouvements qui avaient jusque-là dirigé ces luttes de libération, avaient complètement capitulé. Bon. Alors, je parle depuis longtemps, je vais essayer vraiment de finir. On arrive dans les années 2000, et donc une des conséquences, et ce sera le dernier point de ma partie, une des conséquences du développement aussi de l'islam politique dans toute sa diversité, c'est la naissance d'une organisation appelée Al-Qaïda, qui est née en Afghanistan, qui est issue en fait de la guerre qui a été menée dans les années 80 par l'URSS aux côtés du gouvernement afghan contre des rebelles locaux. Et donc pendant la guerre froide, il n'y a jamais eu évidemment d'affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS, c'était toujours par alliés interposés. Lorsque l'URSS a attaqué l'Afghanistan, les États-Unis ont demandé à leurs alliés régionaux d'aller filer un coup de main à ces rebelles afghans. Et les alliés régionaux en question, c'était principalement l'Arabie Saoudite et le Pakistan qui ont envoyé donc des volontaires pour se battre contre l'armée rouge.
avec l'appui évidemment de la CIA. Et donc c'est l'un de ces groupes de volontaires, le groupe mené par Oussama Ben Laden, qui lui est resté en Afghanistan après la guerre pour entreprendre la suite pour lui de cette guerre, c'est-à-dire la libération de tout le monde musulman. Alors ce qu'Al-Qaïda appelle le monde musulman, ça va de l'Andalousie jusqu'à l'Indonésie, c'est un peu grand, et c'est ce monde musulman d'en chasser tous les infidèles, c'est-à-dire évidemment les armées de pays non musulmans, mais aussi les gouvernements qui coopèrent avec ces pays, et puis aussi les faux musulmans, à commencer par notamment les chiites, évidemment tous les pouvoirs laïcs, etc. Bon. Mais sans chercher pour autant à prendre et à exercer le pouvoir. Le but d'Al-Qaïda, c'est d'établir un grand califat sur toute cette partie du monde, et là seulement peut-être de réfléchir à la question du pouvoir. Alors une des premières cibles d'Al-Qaïda, évidemment, ça a été les États-Unis, puisqu'ils étaient vraiment implantés dans cette région du Moyen-Orient depuis les années 90, avec une série d'attentats contre des ambassades des États-Unis, ou même à New York en 93, mais évidemment, la plus importante des attaques, c'est celle, la série d'attaques du 11 septembre 2001. Alors le président des États-Unis, à ce moment-là, George Bush Jr., le fils de l'autre, il a répondu d'abord par la guerre d'invasion de l'Afghanistan en 2001, avec notamment la France d'ailleurs à l'époque, et puis ensuite, 2 ans plus tard, par la guerre d'invasion de l'Irak, même s'il n'y avait absolument strictement aucun rapport entre Ben Laden et Saddam Hussein. Mais en tout cas, avec l'occupation militaire de l'Irak, les États-Unis, ils ont porté au pouvoir dans le pays leurs alliés, les anti-Saddam, c'est-à-dire ces groupes chiites et kurdes, c'est-à-dire les alliés aussi de l'Iran. Et vous voyez qu'au même moment où ça s'invectivait entre Téhéran et Washington à se traiter d'axe du mal et de grand Satan, en fait, les États-Unis, ils ont porté au pouvoir les alliés de l'Iran. Ils ont débarrassé l'Iran de son plus grand ennemi, celui avec qui il avait été en guerre pendant 8 ans. Mais cette invasion de l'Irak, elle a aussi permis l'arrivée, pour le coup, d'Al-Qaïda en Irak et de groupes qu'on appelle djihadistes, et notamment dans la ville sunnite de Falloujah, au centre de l'Irak, où dès avril 2003, donc un mois après le début de la guerre, il y a eu une révolte populaire contre l'occupation et contre ce nouveau pouvoir qui marginalisait la population sunnite. Révolte à laquelle l'armée états-unienne a répondu par le feu en tuant 13 personnes, pardon. Et en 2004, cette ville de Fallujah, elle a été le lieu d'une insurrection, cette fois-ci menée par des groupes armés, par une alliance en fait de guérillas constituée d'anciens du régime de Saddam Hussein et de groupes djihadistes, dont Al-Qaïda. Il a fallu, pour venir à bout de cette insurrection par le gouvernement irakien et surtout les États-Unis et les autres pays de leur coalition, il a fallu 45 000 soldats, 1 mois et demi de bataille, des centaines voire des milliers de morts, pour mettre fin à cette insurrection. Et pendant les 10 années suivantes, cette ville a été occupée militairement avec évidemment aucun développement en termes de reconstruction, de services publics, etc. Et cette alliance guerriériste de Falloujah, c'est elle en fait qui s'est posé la question, et si on chasse les États-Unis, il va bien falloir prendre le pouvoir. Et donc c'est elle qui s'est transformée en un groupe uni qu'est l'État islamique. C'est comme ça qu'il est né en 2006 sous la direction d'un chef de guerre, d'un émir, al-Baghdadi, qui était un ancien général de la police de Saddam Hussein. Et c'est ce mouvement donc de l'État islamique qui, à partir de 2011, a passé la frontière irako-syrienne pour devenir l'État islamique en Irak et au Levant, ce qu'on connaît comme sous le nom de Daesh. Alors là aussi, on voit comment les impérialistes, évidemment, ils font des plans, mais n'en déplaise à parfois des théories complotistes. Ils ne contrôlent pas tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en 2004, George Bush Jr., il avait une doctrine qu'il appelait le Grand Moyen-Orient. Alors, le Grand Moyen-Orient, ça allait de la Mauritanie et du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Afghanistan et le Pakistan à l'est. Donc, c'est très grand comme Moyen-Orient. Et son but, c'était d'en faire une grande zone de libre-échange avec des gouvernements démocratiques alliés évidemment aux États-Unis. C'est-à-dire pas seulement mettre la main sur le pétrole, mais y compris en faire un grand marché, une grande zone d'exportation de marchandises et même de capitaux pour, General Motors, Coca-Cola, McDonald's ou Nike, quoi. Bon, alors force est de constater que 20 ans après ce plan, évidemment, les 2 invasions ont été des échecs, les États-Unis ont été chassés, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en 2001, Daesh est né, alors qu'Al-Qaïda n'était même pas en Irak avant, la région évidemment elle est tout sauf pacifiée. Bon. Et du côté de la France, on a un peu les mêmes errements. Chirac donc
qui avait refusé la guerre en Irak en 2003, un an plus tard, il s'est réconcilié avec George Bush Jr. pour demander le retrait des soldats syriens encore présents au Liban. En réponse de quoi, en 2005, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, qui était un homme d'affaires multimilliardaire et un grand ami de Chirac, a été assassiné par le Hezbollah. Chirac, à ce moment-là, a essayé de tout faire pour isoler la Syrie sur la scène internationale. Et puis 2 ans plus tard, c'est Sarkozy au pouvoir qui a tenté, lui, à nouveau un rapprochement avec la Syrie, notamment qui bloquait à l'époque l'élection présidentielle au Liban. Et en récompense, Assad, donc Bachar cette fois-ci, a été invité au défilé du 14 juillet 2008 parce qu'à ce moment-là, en fait, pour les dirigeants impérialistes, le régime d'Assad, malgré toutes ses exactions, malgré tous ses crimes qui ont été dévoilés là dernièrement mais qu'on connaissait bien sûr déjà, il était vu comme un garant de la stabilité dans la région. Parce que là c'était en 2008, on était à peu près 2 ans avant le début des soulèvements en Tunisie, en Égypte, en Libye et évidemment en Syrie. Donc ça a ouvert une nouvelle période. Et je repasse la parole à Aurélien. Merci JB. Justement, pour reprendre, là on est même à peine 13 ans en arrière, donc on se rapproche de l'année 2024 et du mois de décembre dont on va discuter en détail. Mais on est vraiment en 2011 sur un tournant qui est absolument historique. C'est-à-dire que tous les plans des impérialistes d'un côté, leur rivalité entre les groupes militaires nationalistes ou islamistes ou simplement sectaires et millénaristes comme Daesh, ils échafaudent des plans, ils font des concurrences, ils s'affrontent, mais quand les peuples font irruption sur la scène politique, ce qu'on appelle des révolutions, tous ces plans ils sont par terre d'un seul coup et la table peut être tout à fait renversée. On a vu ça en 2011. On a vu une irruption des peuples sur la scène politique qui a pris à revers des régimes qui étaient vieux de dizaines d'années, qui étaient des solides alliés de puissances impérialistes. Par exemple, Ben Ali en Tunisie, 2 mois avant sa chute, il est reçu par Michel Alliot-Marie de la droite de l'époque du gouvernement Sarkozy à Paris, ou même Moubarak en Égypte, qui était un allié solide des États-Unis. Et c'est vraiment l'intervention des peuples qui a secoué et qui avait le potentiel de bouleverser tous les plans de restructuration, même ceux de l'infâme Bush Junior et de ses amis qu'on appelait à l'époque les Faucons, dans lesquels ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour des sales guerres qui ont fait, la dernière estimation s'élève à environ 4 millions de morts pour les guerres de Bush au Moyen-Orient. Bon. Alors, ces révolutions arabes, elles commencent en Tunisie fin 2010, elles se développent en Égypte dès le tout début 2011, et en fait, dans l'année 2011, elles vont toucher tous les pays qui sont sur cette carte, de manière différente, bien sûr. Ici, c'est une infographie que j'ai trouvée dans Le Monde, mais qui dit des choses pas fausses, c'est-à-dire qu'elle distingue les endroits où il y a eu une contestation sociale des endroits où il y a eu une contestation politique massive. Et on voit que la Tunisie et l'Égypte ont combiné les deux, tandis que par exemple l'Algérie, le Maroc ou l'Arabie Saoudite n'ont pas connu de contestation massive. Alors en Tunisie et en Égypte, on a vu vraiment un cycle entre révolte populaire d'un côté et montée des grèves de l'autre, c'est-à-dire avec des grèves dispersées qui deviennent de plus en plus nombreuses, des travailleurs qui se politisent à cette occasion-là, et des moments de cristallisation où des pouvoirs tombent, des gouvernements transitoires sont chassés, et un cycle comme ça qui dure quand même des mois, voire quelques années. Ça ressemble beaucoup, si vous avez lu le bouquin de Luxembourg qui parle de la révolution de 1905, ça ressemble beaucoup, et c'est ce danger extrême de polarisation sociale qui politise la classe ouvrière au point de faire tomber des régimes, qui a foutu une trouille pas possible aux États impérialistes et qui a mis, bien sûr, en premier d'entre eux, les USA en alerte maximale. Je dis ça parce qu'il y a des courants complotistes et qu'on appelle campistes qui ont complètement réécrit cette histoire en faisant de ces révolutions, en fait, des complots fomentés dans des petits cercles démocratiques libéraux. Ils appellent ça des révolutions de couleur. Bon, Poutine est le premier à développer ce genre de théorie. Non, c'était de véritables révolutions en 2011. Alors les réactions, elles ont été diverses. En Tunisie et en Égypte, la réaction des pouvoirs en place, ça a été de tenter de replâtrer les régimes après la fuite ou la chute des dictateurs. Ils ont pu s'appuyer sur un mélange de collaboration de classe. En Tunisie et en Égypte, les centrales syndicales ont volé au secours du pouvoir au nom de la transition démocratique, et un mélange avec l'appui à des forces islamistes
parce qu'elle s'engageait à ne pas remettre en cause l'ordre impérialiste. Le tout a été suivi de durcissements autoritaires qui font qu'aujourd'hui, dans ces deux pays, l'impression qui domine, c'est d'un retour à la case départ, en fait, avec des dictateurs qui ont changé. Il y a eu un autre type de réaction en Libye et en Syrie, où il y a eu une volonté consciente de confessionnaliser le conflit, avec une répression archi-brutale de la part des gouvernements en place, qui a fait un basculement dans la guerre civile. Alors évidemment, une révolution, d'une certaine manière, c'est aussi un basculement dans la guerre civile, ça on ne peut pas le nier, mais là, c'était une façon d'arracher aux masses l'initiative politique, y compris sur le terrain militaire. Et c'est la confessionnalisation du conflit, de rendre son caractère le plus sectaire possible, appuyé ensuite avec sa militarisation, qui a permis de vraiment désemparer les masses de leur mobilisation en Syrie et en Libye. Alors, on va se recentrer sur la Syrie. En 2011, le régime de Assad, donc, il joue à fond cette carte de la confessionnalisation et de la militarisation. Il libère notamment les prisonniers politiques islamistes, qui sont ses opposants, pour renforcer le caractère le plus sectaire religieux par rapport à l'opposition populaire. Le régime, il se présente comme laïque, mais en réalité, il a toujours régné en jouant sur les divisions confessionnelles, et il a réprimé la révolution de 2011 exactement de la même manière. Les puissances régionales voisines, la Turquie, le Qatar, l'Iran, l'Arabie Saoudite et derrière elle les USA, sont intervenus en sous-main en soutenant diverses milices armées. Au même moment, donc à la moitié de 2011, la France de Sarkozy, le Royaume-Uni et les USA, ils intervenaient en Libye avec une intervention militaire archi-violente et avec des troupes au sol. Et ils ont plongé le pays dans un chaos dont la Libye s'est toujours pas relevée à l'heure où on se parle. En fait, la contre-révolution, elle était écrasante, elle était militaire, elle était dans cette intervention, et elle prenait le prétexte de déposer le dictateur Kadhafi, qui était haï lui-même par la révolution. Mais le message, il était néanmoins très clair pour tous les peuples de la région. Les puissances impérialistes allaient peser de tout leur poids pour préserver leur ordre. Donc à partir de la fin 2011, c'est la guerre civile qui fait rage en Syrie. Le régime est acculé, mais les manifestations et les aspirations populaires sont de fait déjà enterrées sous les bombes. En 2013, l'Iran intervient de manière décisive en Syrie en déployant des milliers de combattants du Hezbollah à la frontière dans toute la zone proche du Liban que vous voyez par là, et donc pour protéger Damas. Cette intervention, elle va être une occasion pour le Liban, pour l'Iran, pardon, qui n'a pas tellement l'ambition de sauver Bachar al-Assad, c'est un outil pour lui. Elle va être l'occasion pour l'Iran de constituer ce qu'il a ensuite appelé un axe de la résistance, où vous voyez qu'il étend son influence de l'Irak à la Syrie, puis au Liban, et donc qui se présente comme un adversaire régional d'Israël. En 2013, la même année, donc, Assad procède à des attaques chimiques massives sur des villes tenues par les rebelles en Syrie. Il s'agissait de décimer et surtout de terroriser la population civile. Cette population civile, elle n'était plus mobilisée, mais dans tous les affrontements, elle prenait en général le parti du groupe militaire qui était contre le régime syrien. Et on comprend tous pourquoi. Hollande, à l'époque, qui était au pouvoir en France, Cameron en Angleterre et Obama, ils avaient fixé comme ligne rouge l'usage d'armes chimiques. Et finalement, ils ont décidé de ne pas intervenir. C'est-à-dire ils n'ont pas empêché Assad d'utiliser des armes chimiques dans la répression de sa population. Je ne dis pas qu'il aurait fallu qu'ils interviennent, je dis qu'y compris le choix des impérialistes de ne pas intervenir est un choix politique qui s'exerce aussi, dans ce cas-là, contre les peuples. Leur calcul, c'est qu'ils préfèrent le maintien d'Assad plutôt qu'un vide politique qui aurait pu relancer les aspirations révolutionnaires des Syriens. Alors, dans cette situation vraiment dramatique et chaotique, en 2014, c'est l'organisation de l'État islamique qui monte en puissance en Syrie. JB les a décrits. Ils ont attiré quand même à l'époque des dizaines de milliers de jeunes du monde entier, donc c'était pas tout à fait rien, il y a 10 ans. C'est vraiment un pur produit de la décomposition sociale. Et si elle est complètement d'une idéologie millénariste et quasiment sectaire et nihiliste, elle est dirigée par des anciens de l'armée de Saddam Hussein, c'est-à-dire
par des gens qui ne sont pas des fanatiques, mais des politiciens réactionnaires. Alors, elle a recruté parmi les milliers de jeunes sunnites d'Irak révoltés par Falloujah et les prisons d'Abu Ghraib, et elle gagne la Syrie du fait de la répression d'Assad, avant de défier le monde impérialiste avec les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Donc en 2015, à la suite de ça, les USA prennent la tête d'une coalition contre l'État islamique qui réunit les grandes puissances européennes, les monarchies du Golfe et la Jordanie. Cette coalition, elle va mener surtout des frappes aériennes. Elle se coordonne de fait avec les troupes au sol du Hezbollah, donc soutenues par l'Iran, avec les milices chiites irakiennes, qui sont aussi au sol en Syrie, soutenues aussi par l'Iran, mais aussi avec des milices liées à Al-Qaïda, réunies dans le front Al-Nosra, qui sont l'ancêtre de Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire HTC, qui vient de prendre le pouvoir. Et cette coalition, elle utilise aussi les Kurdes du nord de la Syrie comme chair à canon. Alors, fin 2015, toujours dans la guerre contre l'État islamique en Syrie, sous l'égide quand même du pouvoir officiel d'Assad, la Russie entre en guerre aux côtés du régime d'Assad. Vous voyez les points noirs, c'est les bombardements russes. La Russie, ça lui permet de renforcer sa présence militaire avec 2 bases en Méditerranée. Dans cette zone-là, vous voyez ce front de mer, notamment la base militaire navale de Tartous. On est en 2015, les événements d'Ukraine, l'annexion de la Crimée, c'est 2014, et la Crimée, c'est aussi en Méditerranée, pas très loin d'ici. Donc vous voyez l'intérêt de la Russie dans cette affaire. En 2016, la Turquie pénètre au nord de la Syrie. Pourquoi faire ? Eh bien, pour attaquer, pardon, ça ne marche plus, pour attaquer les bases des Kurdes. Parce que les Kurdes, qui sont donc une population qui... j'avais une carte, mais je l'ai perdue, c'est pas grave. En tout cas, les Kurdes, qui sont une population du nord de la Syrie, avaient négocié une neutralité vis-à-vis d'Assad, c'est-à-dire qu'ils ne combattaient pas le régime, y compris au plus fort de la révolution, et ils ont obtenu une certaine autonomie régionale dans le nord de la Syrie en échange de cette neutralité. Évidemment, à la frontière de la Turquie, qui est en guerre ouverte et permanente contre les Kurdes, ça faisait mauvais effet. Donc en 2016, la Turquie se met dans la mêlée de la Syrie. En 2018, les islamistes d'HTC s'emparent de la ville d'Idlib, qui est par là, et depuis, la situation est gelée sur ces fronts qui sont, j'ai daté en 2021, mais c'est comme ça depuis 2018. Donc depuis 2018, vous avez les islamistes d'HTC qui sont dans la région verte autour d'Idlib. Vous avez le régime qui tient globalement la région qui va de Idlib à Dera en passant par Damas, parce que le reste c'est plutôt du désert. Vous avez les Kurdes qui tiennent la région jaune. Vous avez la Turquie qui combat les Kurdes et qui tente de faire une zone tampon à ses frontières et qui avance dans la région rouge. Vous avez les États-Unis qui, pas folle la guêpe, ont maintenu une zone tampon sur une région qui sert d'alimentation en pétrole et en gaz, et qui ont quelques alliés dans la zone. Donc voilà la situation où le régime de Damas ne tient pas sur ses propres jambes, mais ne tient que grâce à l'appui aérien de la Russie d'un côté, et grâce aux troupes au sol qui sont commandées par l'Iran de l'autre, à travers le Hezbollah libanais ou à travers les milices chiites irakiennes. Alors, c'est pas comme s'il y avait une guerre à mort entre la Turquie d'un côté, l'Iran et la Russie de l'autre. En fait, à partir de 2017, il y a des négociations permanentes entre la Turquie, l'Iran et la Russie, qui commencent à Astana. Et en fait, ils se partagent, ils dépaissent la Syrie, ils se partagent en différentes régions et zones d'influence. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? En fait, ce qui s'est passé en 2024, c'est que le régime d'Assad s'est totalement effondré. HTC n'a pas remporté une grande victoire militaire pour prendre Damas. Il n'a pas eu affaire à la moindre résistance. Le régime de Assad s'est effondré sur l'ensemble du territoire qu'il contrôlait, et à l'heure actuelle, HTC a pris le pouvoir sur une petite partie
de ce territoire qui était contrôlé, c'est-à-dire sur une ligne qui va de Idlib à Damas. Donc là, vous voyez la progression ultra rapide de HTC il y a à peine 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le régime d'Assad s'effondre? Il s'est passé les coups de boutoir militaires d'Israël. L'offensive d'Israël depuis le 7 octobre, d'abord contre le Hamas, ensuite depuis des mois contre le Hezbollah libanais, a complètement changé les rapports de force dans la région. Le Hamas a été mis à genoux militairement, mais ça encore, il était actif dans la bande de Gaza, mais surtout le Hezbollah a subi une défaite et a dû se retirer de Syrie. Le Hezbollah se retire de Syrie, les chiites irakiens liés à l'Iran se retirent de Syrie, la Russie a des moyens aériens tout à fait limités parce qu'elle les utilise en Ukraine, donc le régime d'Assad ne tient plus sur rien et il disparaît quasiment du jour au lendemain. Alors à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines? D'un côté, HTC va pousser son avantage pour établir sa dictature. Il vient de nommer comme gouvernement à l'échelle de la Syrie, bon, il ne contrôle pas toute la Syrie, mais comme il a la capitale, il parle au nom de la Syrie, il vient de nommer comme gouvernement le même gouvernement qui régnait sur Idlib. Alors, vous vous rappelez, Idlib, c'était un tout petit réduit ici, donc c'est j'arrive pas avec les flèches. C'était ce gouvernement-là qui, désormais, est quasiment à l'identique, le gouvernement officiel de toute la Syrie. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Donc la première chose, c'est qu'il cherche à rétablir l'ordre. Vous avez peut-être vu un reportage, il y a des files d'attente énormes à Damas parce que les flics d'Assad et les officiers d'Assad doivent passer un petit entretien pour se faire réembaucher par le nouveau pouvoir d'HTC. Un petit entretien pour dire je jure que je soutiens HTC désormais et que j'ai toujours été dans mon cœur un résistant à Assad vous voyez le genre, quoi. C'est-à-dire que tout l'appareil de répression d'Assad est recyclé par HTC, même si le pouvoir a changé. Il s'agit pour HTC de redonner le monopole de l'armement à l'État, qui est, à l'heure actuelle, HTC en fait. Une bande d'hommes armés, et c'est HTC. Alors c'est ce que les États-Unis et l'Union européenne, qui sont en train de tenter de rétablir des relations diplomatiques avec HTC, appellent une transition démocratique. Ce mot-là, en fait, il veut dire ça. Donc c'est pas très démocratique, mais c'est en réalité la tentative d'une bande armée de se transformer en État central, capable avant toute chose d'opprimer sa propre population et de réprimer les révoltes de sa propre population avant de traiter avec ses voisins. Alors le caractère intégriste religieux d'HTC, il donnera une couleur politique particulière à ce régime. Ça s'appelle l'islamisme. Et d'un point de vue des intérêts de classe, HTC se montre, en tout cas en parole et pour l'instant, très soucieux de défendre les intérêts de la bourgeoisie syrienne dans toute sa diversité, y compris confessionnelle. Peut-être que le clan Assad, qui a dû fuir, se verra exproprié, mais ça n'est pas sûr. Alors l'autre front pour HTC, ou pour son chef Ahmed al-Shara, il se pose comme l'homme fort de la capitale, donc il montre son ambition de soumettre toutes les autres bandes armées à son pouvoir. À l'heure actuelle, il contrôle le territoire rouge, mais il a la capitale. C'est dans ce sens que ses propositions de travailler en commun avec toutes les communautés, ce que les médias occidentaux nous présentent comme une preuve d'ouverture d'un islamiste repenti qui a compris l'intérêt de la vie démocratique. En fait, c'est le signal qu'il veut centraliser sous sa coupe les différentes factions qui se partagent le territoire syrien. Or, c'est une gageure. Il suffit de regarder la carte. Le scénario le plus probable dans les semaines à venir, c'est que les combats s'intensifient entre les différentes bandes armées qui contrôlent différents territoires, soit pour agrandir leur territoire, soit pour le conserver, soit pour s'autonomiser, soit pour avoir une part plus grande du pouvoir central. Alors, là-dedans, il y a bien sûr des interventions extérieures qui n'ont rien à voir avec les luttes et les aspirations du peuple syrien. Il y a avant toute chose la Turquie. Les actions des boîtes du bâtiment turc et des cimentiers turcs ont explosé le jour de l'annonce de la fuite de Bachar al-Assad. Et pour cause, ils sont à peu près sûrs que tous les projets de reconstruction passeront par eux. Erdogan a décrété une victoire historique.
Il essaye de se présenter politiquement comme vraiment à la tête d'un nouveau projet de domination sur toute la région. Et il en a profité pour accentuer la répression, à la fois sur les Kurdes et leur parti politique qui rassemble un peu la gauche institutionnelle de Turquie, le HDP, et aussi contre des camarades d'organisations trotskistes, une organisation, le SEP, dont 19 dirigeants viennent d'être emprisonnés. Bon, ils ont été libérés aujourd'hui, mais ont été emprisonnés pendant plusieurs jours sans aucune raison. En tout cas, c'est présenté, cette victoire d'HTC, comme une victoire d'Erdogan qui les a effectivement financés, même si HTC a une forme d'autonomie par rapport à eux. Pourquoi Erdogan a beaucoup d'espoir avec ce nouveau pouvoir syrien ? Parce que son premier objectif, c'est quand même d'éviter que les Kurdes puissent se renforcer. On a vu la carte de la Syrie avec la région autonome kurde, qui sont des forces qui sont liées au Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est un parti qui est surtout en Turquie, qui défend l'autonomie des Kurdes avec une vision nationaliste stalinienne, bon, même si les libertaires en font désormais leur héros, mais ça c'est leur choix, qui défend en tout cas l'autonomie des Kurdes et qui est en guerre à mort, enfin c'est plutôt le régime turc d'ailleurs qui est en guerre à mort contre eux. Donc l'offensive turque a pour objectif de réduire les ambitions des Kurdes. Là aussi, on devrait faire un topo, une discussion, un débat sur les Kurdes, mais on n'a pas le temps. Alors ensuite, si on revient à l'échelle du Moyen-Orient, il y a une victoire militaire incontestable d'Israël. Et ça, même si ça ne nous fait pas du tout plaisir, on aurait été plutôt pour la défaite à plat de couture, mais il faut qu'on se le dise, même si ça ne fait pas plaisir. En fait, si vous regardez la carte des États de la région, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite sont complètement alignés sur les USA. L'Irak a été détruit totalement et son État réduit à rien par l'invasion de 2003. La Syrie, on vient de voir que bon, c'était déjà mal en point, mais là, il n'y a plus aucun pouvoir étatique. Le Liban, l'armée israélienne, il rentre, sort comme dans du beurre. Il n'a aucun moyen de se défendre. Le Hamas est quasiment détruit. Le Hezbollah défait a dû accepter un cessez-le-feu qui revenait sur toutes ses conquêtes de 2006. Israël a pu conquérir le plateau du Golan pour l'éternité, a dit Netanyahou. Et Israël vient de lancer la campagne aérienne la plus importante de toute son histoire, la semaine en ce moment, enfin c'est en cours, en détruisant et en réduisant à néant toutes les capacités militaires de la Syrie. Il y a donc sur cette carte, autour d'Israël, aucun acteur étatique ou para-étatique du type Hezbollah qui peut menacer la suprématie militaire d'Israël à ses frontières. Le génocide des Palestiniens et la colonisation peut continuer sans que personne n'ait ni la volonté, mais ça, ils n'ont jamais eu la volonté, les États arabes environnants, de porter secours aux Palestiniens, mais là, ni même la moindre possibilité de tenter d'affronter Israël. La stratégie de l'Iran, qui était de chercher à briser l'embargo américain en se portant de manière démagogique à la tête d'un axe de la résistance qui prétendait soutenir les Palestiniens, alors qu'en fait, il soutenait que les intérêts du capital iranien, cette stratégie s'est effondrée. L'Iran est plus isolé que jamais, et l'impérialisme américain pourrait bien d'ailleurs saisir l'occasion pour le frapper directement. Alors si c'est le cas, on s'opposera à toute intervention de l'impérialisme contre l'Iran. Celle-ci, elle sera probablement menée au nom de la lutte contre le fondamentalisme religieux, voire même pour les droits des femmes, comme en Afghanistan en 2001. Ce sera une hypocrisie sans nom, et on dira « bas les pattes ». En même temps, on soutient par tous nos petits moyens, et on popularise la lutte des femmes et des travailleurs d'Iran contre la dictature religieuse. On dit « femme, vie, liberté et conseil ouvrier », si je puis me permettre. Et à tous ceux toutes les bonnes âmes campistes, qui vont nous expliquer que tenter de renverser les ayatollahs, c'est renforcer l'impérialisme, on leur répondra que la seule menace existentielle pour l'impérialisme, c'est la révolte des peuples qui se transformerait en révolution ouvrière. Alors la victoire militaire d'Israël sur tous les fronts, elle s'accompagne d'un sentiment de révolte qui peut monter parmi les peuples. Le camp qui se présente comme celui de la démocratie, de la liberté, du droit international, c'est en fait le camp du double standard, du génocide et de la loi du plus fort. Il n'y aura pas de sauveur suprême, il n'y aura pas d'homme fort, il n'y aura aucun État constitué pour rivaliser militairement avec l'État sioniste.
Mais la révolte des Palestiniens, appuyée sur celle des peuples de la région et du monde, pourrait toujours infliger une défaite à Israël. Alors, je ne voulais pas vous montrer ça tout de suite. Vous l'avez vu, maintenant vous ne pouvez plus vous l'enlever de la tête. Le problème de la Russie, j'ai bientôt fini, mais on arrive. Mais le problème de la Russie, en fait, évidemment que la Russie, elle a subi une énorme défaite dans les tensions actuelles. Elle a toujours ses bases militaires, elle souhaite les conserver, mais il y a quand même une bonne partie de son personnel militaire qui a dû décamper. La prise du pouvoir d'HTC, la chute d'Assad, c'est une défaite russe. Au point d'ailleurs que, je vous ai mis cette image qui circule, c'est vrai que c'est rigolo, c'est pas un montage, ils se ressemblent, probablement que Giuliani Al-Shara à gauche a fait exprès de vouloir ressembler à Zelensky, et c'est une photo qui circule, qui m'a été envoyée par le camarade d'Alger. Elle circule dans les milieux pour dire, bah regardez, il y a une guerre globale entre les États-Unis et la Russie, et en Ukraine, c'est Zelensky qui est l'envoyé des États-Unis, son proxy, et puis évidemment en Syrie, qui était bien aux mains de la Russie, bah, c'est Giuliani qui est le proxy des États-Unis. C'est une fausse idée du campisme, même si l'image est rigolote. En vérité, la Syrie nous a montré l'image d'une collaboration entre la Russie et les États-Unis. Une collaboration depuis 2015 pour soutenir le régime d'Assad, pour éviter le vide politique. Elle nous a même montré, alors que c'est la Turquie qui a beaucoup officié pour aider HTC à renverser Assad, elle nous montre même aujourd'hui, cette semaine, une collaboration entre la Russie et la Turquie. La Turquie, elle est membre de l'OTAN, mais la Turquie, elle est aussi membre des BRICS. La Turquie, le mois dernier, elle était à Kazan, au sommet organisé par Poutine, pour contester l'hégémonie du dollar. Je dis ça pour qu'on comprenne tous l'ampleur du bordel. Alors après avoir fait leur entrée à Damas, par exemple, HTC, ils ont saccagé l'ambassade iranienne, c'est un message, mais ils n'ont pas touché à la mission diplomatique russe. C'était aussi un message, possible ouverture vers la Russie. En vérité, on n'est pas dans un monde bipolaire où il y a un affrontement entre les États-Unis d'un côté et de l'autre la Russie et bien sûr derrière la Chine. C'est possible qu'à l'avenir ça tourne comme ça, mais c'est pas ça qu'on voit et c'est pas ça qu'on voit en Syrie. On est dans un système impérialiste avec une puissance qui est capable d'intervenir partout et tout le temps, même si souvent ça se retourne contre elle et elle essuie de nombreux revers. Et cette puissance qui est capable de faire ça, ça s'appelle les USA. Les USA, ils n'ont pas un plan, c'est pas même le Grand Moyen-Orient, quand ils ont un plan, ils ne se réalisent pas, parce que c'est pas ça, dominer le monde, mais ils ont une série d'actions, et surtout beaucoup de réactions. Ils arrivent à transformer des crises qu'ils n'ont pas prévues et qui sont inattendues en opportunités, tout ça sur le dos des peuples, de la manière la plus brutale et la plus barbare, probablement que l'humanité ait jamais connue. Alors, pour terminer, avant les réfugiés, en vérité, noir c'est noir, victoire militaire d'Israël, domination sans partage des USA, que des États faillis dans la région. Bon, il y a des perspectives. Les perspectives, c'est pour rappel, dans les révoltes populaires et ouvrières. Et ces révoltes, même dans cette région très 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 compliquée, parce que militer dans des zones de guerre, c'est pas pareil que militer ici, on ne pourrait pas se réunir comme ça par exemple, même dans des régions très très compliquées, elles sont très courantes. JB a parlé de 79 en Iran. Je ne parle pas de la prise de pouvoir par les islamistes, mais de la révolution ouvrière qui a précédé. L'intifada palestinienne en 88, c'était la jeunesse et les travailleurs palestiniens qui se sont révoltés avec leurs armes de classe pendant que les directions nationalistes, elles étaient à l'étranger. Les révolutions arabes en 2011, j'en ai parlé. Mais en 2019, au Liban, dans un pays qui est soumis au confessionnalisme, il y a eu une révolte de la jeunesse qui disait on n'en veut plus du système confessionnel. Nous, toute religion, toute ethnie, on est unis. Ils sont au cœur de cette région tellement divisée. Et surtout, en 2020-2022, la révolte des femmes et de quelques ouvriers, leur lutte de classe en Iran. C'est ça qui porte une perspective dans la région. Et cette perspective, elle n'est pas du tout annulée par l'affaiblissement de l'axe du côté de l'Iran, par la destruction du Hamas ou la destruction du Hezbollah. Et cette perspective internationaliste, d'ailleurs, c'est la seule qui permettrait d'en finir avec le système impérialiste et donc d'offrir leurs droits nationaux et démocratiques à tous les peuples de la région qui, comme tous les peuples, le méritent bien. Je termine en 3 minutes, mais le problème des réfugiés. Vous avez vu que la réaction de nos gouvernements européens à la chute de ces
dehors les réfugiés. Alors vous avez deux nuances d'extrême droite qui sont très contradictoires, mais toutes les deux très présentes. Il y a l'extrême droite à l'autrichienne, ils disent « Oh, les amis syriens, ils sont 100 000 en Autriche ». Alors la France n'est même pas sur ce graphique, hein, parce qu'on n'accueille rien du tout. Bon, il y a Ciotti et Le Pen qui font du bruit, mais l'accueil c'est 0. Mais en Autriche, ils sont 100 000, c'est pas négligeable. Le pouvoir autrichien, il dit « Votre pays est libéré, paf, rentrez chez vous ». Hop, on fait des charters directement. En France, nous, c'est une musique différente que Bardella il fait. D'ailleurs, Roussel a repris exactement la même phrase, hein. Bon, la même position. Bardella, il dit en France, puisque les islamistes ont pris le pouvoir en Syrie, alors nous devons nous attendre à des flux de réfugiés dans lesquels vont se glisser des terroristes. Il faut immédiatement fermer les frontières et suspendre les demandes d'asile, ce que le gouvernement démissionnaire a fait comme un seul homme. Donc voilà la réaction de nos gouvernements et voilà un terrain sur lequel il faut lutter. Les réfugiés en Syrie, c'est un quart de la population qui a quitté le pays. C'est 6 millions de personnes. 500 000 morts, 6 millions de réfugiés. En vérité, les Syriens, ils ont été victimes d'une répression de leur révolution qui a tourné à une guerre civile qui s'est internationalisée, c'est-à-dire dans lesquelles les milices, elles étaient financées par des pays concurrents à leurs frontières. Mais eux-mêmes, c'est une population dont les coups de colère pourraient naturellement s'internationaliser. Parce que quand vous êtes 6 millions de réfugiés, ça veut dire que si vous vous organisez politiquement, y compris pour vos droits de Syriens, ben vous allez vous adresser naturellement à des travailleurs en Turquie, mais en Allemagne, regardez, ils sont 800 000, mais au Liban, ils sont 800 000 aussi, et dans toute la région. Ça, c'est la force des Syriens. C'est aussi la force des Palestiniens, qui sont encore plus en proportion en nombre de réfugiés. C'est aussi la force des Kurdes. Les Kurdes qui sont plus nombreux en Allemagne qu'en Turquie et qui sont dans la classe ouvrière allemande. Alors, à nous ici de les appuyer, c'est-à-dire de démontrer que c'est notre propre impérialisme qui est responsable de la situation fondamentalement de guerre totale et permanente au Moyen-Orient, de protester, et si on arrive à la force, d'empêcher toute intervention militaire du type comme la Libye en 2011, le Mali et la Centrafrique en 2014. À chaque fois, la gauche était pour, je vous la fais courte aussi, et de travailler avec les réfugiés, les migrants, qui sont en réalité souvent, surtout venant de ces pays-là, des militants qui parfois ont vécu des moments de révolution comme 2011, et de travailler avec eux au nom de la solidarité internationale et de la lutte commune qu'on peut mener de tous les côtés des frontières.